Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre la première audition de la mission d'information du Sénat sur l'outre-mer. Cette mission, présidée par le sénateur Serge Larcher, auditionne Richard Samuel, le coordinateur des États généraux de l'outre-mer. Bonne audition à tous sur Public Sénat. Et nous allons souhaiter tout de suite la bienvenue à Monsieur le délégué général. Je tiens d'emblée, avec mon collègue rapporteur Éric Doligé, au nom de l'ensemble des élus, des sénateurs, de vous présenter tous nos remerciements d'être venus et surtout pour ouvrir les travaux de la mission au moment où vous prenez justement vos fonctions de délégué à l'outre-mer avec la lourde tâche de coordonner les États généraux. Il est vrai que votre connaissance des questions ultramarines n'est plus à démontrer. Je me permets de rappeler que vous avez été dans ce domaine un collaborateur de notre collègue Madame Michaud-Chevry à la présidence du Conseil général de la Guadeloupe et que vous avez été directeur des affaires politiques, administratives et financières du ministère de l'Outre-mer avant de devenir le directeur de cabinet de M. Barouin, ministre de l'Outre-mer, et c'est là que je vous ai connu, avantageusement. Votre histoire personnelle et les responsabilités éminentes qui vous incombent aujourd'hui vous prédisposent tout naturellement à remettre en perspective pour nous les événements qui se sont déroulés dans les différents départements, d'abord à la Guyane au mois de décembre, ensuite à Guadeloupe et à la Martinique, et tout récemment à La Réunion. Et je pense que vous pouvez nous présenter votre analyse, à la suite de quoi je donne la parole à votre collègue Doligé. Je vous remercie encore une fois. J'appuie sur le verre, monsieur le sénateur. Vous avez toujours vous passez. Je voudrais rajouter à la présentation élogieuse que vous avez faite, monsieur le sénateur, une mission dont je suis assez fier, celle d'avoir été délégué interministériel en charge de l'accompagnement des familles, des victimes de la catastrophe aérienne qui a frappé très durement la Martinique. Vous le savez. Oui, tout à fait. Alors, que vous dire des États généraux que je crois que pour bien comprendre les raisons pour lesquelles nous mettons en place cette organisation, et finalement le climat assez favorable, assez positif dans lequel les choses ont commencé à se faire, il faut rappeler l'objectif qu'a assigné le président de la République. Au sortir d'une crise qui, je le rappelle, en Guadeloupe, a été de 44 jours, en Martinique 38 jours, et les jours comptent, il a été frappé par l'intensité de la crise, l'importance de ceux qui participaient aux manifestations, la durée de la crise, et il s'est posé la question, vous le savez, de savoir si un cycle historique qui a commencé en 1946 n'était pas allé à son terme. Il a proposé aux parlementaires et des 4 départements et aux exécutifs, président de conseil général, président de conseil régional, qu'il a reçu le 19 février, d'engager, au sortir de cette crise dont l'intensité n'est pas à rappeler, une réflexion. Alors, vous me direz, est-ce qu'une réflexion était envisageable dans cette période-là? Quand on a vécu en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et probablement à La Réunion, on sait très bien qu'au sortir des fortes crises, il y a un cyclone, tremblement de terre, éruption volcanique, il y a un moment de solidarité qui est très fort. Et si vous me permettez, monsieur le sénateur, monsieur le rapporteur, je pense à un vers de Saint John Perse qui est les fortes pluies effacent la taie, TAIE, sur l'œil de l'homme de raison. Au sortir de ces crises, on a un sursaut de solidarité, on a du ressort, si on peut dire. Et c'est le sentiment que j'ai eu lorsque j'ai rencontré en Guadeloupe, pour commencer, les élus, les responsables syndicaux, les responsables professionnels, syndicats de salariés autant qu'employeurs. On m'a dit ce moment de réflexion est nécessaire, mais il faut un peu de temps au sortir de la crise. Et le président de la République a accepté, en quelque sorte, de détendre le calendrier, puisqu'initialement, il avait été prévu d'engager ces travaux de réflexion dans le courant du mois de mars. Finalement, ils se dérouleront du 15 avril au 15 mai. Les départements qui seront prêts à partir commenceront les premiers, et puis au fur et à mesure, nous lancerons cette réflexion dans les départements
dans lesquels les accords ont été signés, le calme est revenu. 15 avril, 15 mai, ateliers locaux. Une phase de respiration liée à la campagne électorale des élections européennes qui, vous le savez tous, ont lieu le 7 juin. On reprendrait donc les travaux dans la semaine du 8 juin. La synthèse se ferait au niveau national dans la dernière semaine de juin et un conseil interministériel sous la présidence du président de la République déterminerait les suites à donner aux propositions qui auront été faites dans la première semaine de juillet. Je crois utile de rappeler, même si la presse en a fait état, les thèmes qui seront abordés pendant ces ateliers locaux. Vous savez qu'ils ont été proposés aux élus lors de la réunion du 19, au nombre de 5 par le président lui-même. 3 de ces thèmes étaient des thèmes qui étaient directement rattachés aux crises qui sont survenues en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion. Le premier ne vous surprendra pas en face d'une grève d'une telle durée, la rénovation du dialogue social et la modernisation de la formation professionnelle. Rénovation du dialogue social, modernisation de la formation professionnelle. Deuxième thème, lui aussi a un lien évident avec la crise intervenue aux Antilles et à la Réunion, la formation des prix, l'organisation de la distribution et les conséquences sur le coût de la vie, les conséquences sur la cherté de la vie, en l'occurrence dans ces 4 collectivités. Le troisième thème, lui aussi, a un lien direct. Comment réduire la dépendance à l'égard des importations? Comment, le thème s'appellera développer les productions locales endogènes. Le quatrième thème est un thème pour lequel les collectivités territoriales ont été très sensibles à ce qu'il soit envisagé. Quel projet structurant pour un développement durable? Il est probable que dans les discussions à venir, on sera amené à se poser la question, est-ce que la formulation du thème au singulier n'aurait pas été préférable à celle d'une formulation au pluriel? Quel projet structurant, c'est-à-dire quel projet de territoire susceptible d'impulser un développement durable? Le 5e thème est un thème de moyen long terme. On a retenu la gouvernance. L'intitulé qu'a souhaité le chef de l'État, c'est « Quelle évolution institutionnelle locale ?» et donc pas quelle évolution statutaire, comme on a souvent dans un raccourci posé, pas quelle évolution statutaire, mais quelle évolution institutionnelle locale, ce qui renvoie à des tas d'autres choses que le simple glissement de tel ou tel article de la Constitution vers tel ou tel autre, mais qui peut être une réflexion sur l'organisation des services publics locaux, de l'État ou des collectivités locales, la structuration intercommunale, les conditions dans lesquelles les collectivités locales, notamment les départements, les régions, assument les compétences dont elles sont dotées au titre de l'article 73, la situation des communes qui, on le sait, dans la plupart des départements d'outre-mer, est une situation délicate. Les élus locaux, lors de cette réunion du 19 février, ont souhaité que 2 thèmes en séance soient ajoutés. Ces 2 thèmes ne vous surprendront pas, c'est l'insertion des départements d'outre-mer dans leur environnement, bassin de l'océan Indien, bassin Caraïbe, l'Amérique latine pour la Guyane. L'autre étant l'égalité des chances, la promotion de la diversité et l'insertion des jeunes dans des départements où le taux de chômage des jeunes, des 16-25 ans, dépasse très largement 30%. Après cette réunion, il a paru souhaitable, même si le thème apparaissait comme transversal dans ces 8 ateliers, dans ces 7 ateliers, il a paru souhaitable d'ajouter un 8e qui est l'identité, la culture, la mémoire. Il n'y aurait pas de département d'outre-mer s'il n'y avait pas une identité particulière. J'ai donc commencé avec le préfet de région à engager une consultation, une concertation avec les exécutifs locaux qui s'y sont prêtés de bonne grâce, président du conseil général de la Guadeloupe, président du conseil régional. J'ai rencontré les différents partis politiques représentés à l'Assemblée ou ayant une représentation locale, les responsables, les organisations d'employeurs, un certain nombre de représentants syndicaux. Et nous sommes convenus qu'il fallait, pour que ce
le souhait d'un débat sans tabou, d'un débat sans exclusive, qui est celui du président de la République, soit respecté, que ce choix des présidents d'atelier soit un choix consensuel. Et donc, et paradoxalement, après une situation aussi difficile, nous sommes arrivés à retenir des présidents d'atelier qui fassent l'unanimité. Nous avons décidé d'organiser les ateliers avec un collège de rapporteurs, non pas un rapporteur, de façon là aussi à balayer un spectre d'opinions ou de positionnement professionnel assez large, et nous sommes tombés d'accord assez facilement, ce qui prouve que le climat se prête à cette réflexion. L'organisation du travail devrait se faire en 4 temps. Alors je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Au fond, nous avons, même si on ne le sait pas, une bonne expérience dans notre pays de la démocratie participative. Nous faisons de la démocratie participative dans ce que nous appelons les grands débats, à l'occasion du choix d'implantation de nos infrastructures centrales nucléaires. J'ai moi-même été préfet coordonnateur pour l'implantation du site de stockage des déchets à haute activité à Vilang, les déchets HAVL, des déchets nucléaires qui sont à stocker en longue durée. Et en général, nous procédons d'une manière qui est assez habituelle, que nous avons transposé des expériences scandinaves. Premier temps, sur des sujets qui sont souvent des sujets qui provoquent une émotion forte, il faut un partage de l'information, il faut une mise à niveau de l'information. Sur le sujet organisation de la distribution, conséquences sur le coût de la vie, même si chacun croit avoir une idée précise du sujet, il n'est pas inutile d'expliquer comment les prix se forment, et parfois on a des surprises et les solutions les plus simples ne sont pas forcément les plus évidentes. Donc, partage de l'information, bilan, état zéro de la situation. Deuxième temps, c'est celui des propositions. Troisième temps, synthèse, et probablement, il pourrait y avoir un quatrième temps, si les collectivités locales décidaient de s'emparer de la réflexion, un temps dit de la validation. Et je crois qu'il ne serait pas inintéressant que dans le dossier remis au président en vue du Conseil interministériel de l'Outre-mer, qu'il y ait une délibération des comités économiques et sociaux, du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, ou le cas échéant, des assemblées locales ou de l'Assemblée des maires, des compagnies consulaires. Voilà pour ce qui concerne l'organisation. Le président a souhaité, en outre, que ce soit un débat très largement ouvert. Et il a souhaité notamment que ce soit le débat le plus important qui ait été jamais organisé en Outre-mer. Nous, pour atteindre cet objectif, nous aurons en quelque sorte trois cibles. La première, il y aura un site internet de mise en place au plan national, et nous veillons à ce que les contributions reçues soient largement diffusées vers les départements. Ce site a déjà commencé à fonctionner sous la forme d'un teasing, d'un site de présentation. Dans la semaine, il deviendra un site contributif, et avant le 15 avril, ce sera un site interactif, c'est-à-dire que nous recevrons des contributions et il pourra y avoir des réponses. Pourquoi est-ce que je commence par le site internet? Parce que, me dit-on, les Réunionnais et les Antillais-Guyanais participent énormément à la blogosphère. On me dit que pendant la crise que nous avons traversée, il y a eu environ 300 000 contributions sur Internet de Réunionnais, et il y a plus de 600 000 contributions d'Antillais. Donc une participation. On pourrait presque dire que nous prendrons en charge là la contribution du 6e département, si on considère que depuis dimanche il y a un 5e qui n'est pas seulement les Antillais vivant dans l'Hexagone. Deuxième chose, j'ai provoqué une réunion des directeurs de stations radio, télévision, de la presse écrite, directeurs et rédacteurs en chef, pour leur proposer que la presse s'associe très largement à ce débat civique. Et j'ai la certitude qu'ils nous proposeront des émissions un peu du type de celles qu'ils font en général dans l'Hexagone ou en Outre-mer, à l'occasion de faits divers un peu dont on parle, des émissions où nous prêterons des rapporteurs, des présidents d'ateliers, et un animateur, un journaliste lancera le thème, l'expliquera, et puis fera appel aux contributions du public.
Nous aurons troisièmement, avec l'aide des recteurs, une association assez large à ce qui doit être un débat civique des élèves de lycée et des élèves de collège. Je crois raisonnable de penser que les 8 ateliers peuvent faire l'objet d'un examen dans les lycées. Et en revanche, nous proposerons que dans les collèges, il y ait au moins 2 des thèmes qui seraient examinés. Il paraît logique que des garçons et des filles de 10 à 16 ans aient réfléchi sur les questions d'identité, de culture et de mémoire, de même qu'il paraît logique que des garçons de 10 ou des filles de 10 à 16 ans aient réfléchi sur les questions de développement durable. Voilà à peu près les conditions dans lesquelles nous chercherons à viser un large public, et je sais bien, et nous savons bien ici, à quel point la radio joue un rôle important dans l'élaboration de l'opinion générale. Nous nous appuierons très fortement sur les radios, ainsi que sur le site internet, visant par là même des publics un peu différents. Je voudrais conclure ce premier point, monsieur le sénateur, en disant une chose. C'est que non seulement nous rechercherons cette participation du public, mais il faut bien se rappeler que, parce qu'on a à répondre à une question compte tenu du délai, est-ce que vous prendrez bien en compte, est-ce que vous aurez le temps de faire des propositions qui au fond seront des réponses à cette crise grave que nous avons connue. Et deuxièmement, la deuxième question qui nous est posée, est-ce que vous avez des raisons raisonnables de penser qu'une suite pratique sera donnée aux propositions qui seront faites? Sur le deuxième point, je voudrais insister sur une chose. Les propositions seront prises en compte par un conseil interministériel de l'outre-mer. La structure administrative ou interadministrative la plus proche du Conseil interministériel, et celle que nous connaissons tous probablement, c'est le CIAT, Conseil interministériel d'aménagement et de développement du territoire. Nous avons là l'opportunité de voir les questions de l'outre-mer prises en compte par un conseil présidé par le président de la République lui-même, entouré du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement. Ça veut dire que le sujet de l'outre-mer, la crise que nous venons de connaître, est prise en compte personnellement par le président de la République. Il faut savoir aussi que le Conseil interministériel, c'est une structure qui se prépare très longtemps. S'il y avait des gens, des administrations dans cette salle, ils vous diront qu'un CIAT, ça se prépare 2-3 mois à l'avance. Toute l'administration, parce que le président de la République préside le Conseil interministériel, est mobilisé. Et lors du Conseil, le président, au fond, donne une feuille de route aux ministres concernés, c'est-à-dire, en clair, des objectifs et un calendrier. Et le conseil suivant est l'occasion pour lui de faire le point sur les suites données, le respect, en quelque sorte, de la feuille de route par les ministres ou les ministères. Sur le point qui consiste à dire, au fond, nous manquerons de temps pour prendre en compte les propositions qui sont susceptibles d'apporter des réponses pertinentes aux questions qui ont été posées pendant ces 44 jours ou ces 38 jours. Je crois qu'il faut qu'on ait une claire conscience de ce que les sujets qui ont fait l'objet de difficultés ne sont pas des sujets récents. La question de la cherté de la vie dans ces 4 départements, nous n'allons pas les découvrir. Des réflexions ont été conduites et sont relativement importantes sur ces sujets-là. La question de la dépendance à l'égard des importations, là aussi, nous n'allons pas découvrir la question. Des réponses ont été élaborées depuis un certain temps, et l'opportunité ou l'obligation dans laquelle nous serons, ce n'est pas de recueillir dans les différents rapports ou dans les différents documents de planification qui ont été élaborés par les collectivités locales, conseils régionaux, conseils généraux, ce serait d'arriver à transformer ces propositions en projets collectifs, en projets partagés par une large fraction de ceux qui les ont élaborés ou qui auront à les mettre en œuvre. En un mot, arriver à un projet collectif, et ce sera la difficulté à laquelle, non pas moi, mais les présidents d'atelier, les rapporteurs seront confrontés, parce que la question qui nous sera posée à l'occasion, et qui sera une réponse à tel ou tel refrain qui a été entonné pendant ces événements, c'est que voulons-nous? Que voulons-nous pour nous sentir à l'aise dans l'espace républicain?
espace républicain qui n'est pas simplement une île, mais qui est probablement la combinaison entre un territoire, une histoire et des valeurs. Et parfois, pendant ces crises, ces valeurs ont pu être oubliées. Voilà, Monsieur le Président, en quelques mots, ce que je peux vous dire sur la préparation de ces États généraux. Très bien, je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Délégué Général, pour vos propos très clairs. J'observe que vous avez dit, je pense que c'est pas un lapsus, que voulons-nous? Oui, je vais bien. Donc que vous vous incluez dans le nous. J'aurais mauvaise grâce de ne pas le faire. Très bien, bien. Mes chers collègues, quelqu'un veut-il intervenir, Monsieur le Délégué Général, Monsieur le rapporteur? Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Délégué Général. C'est un plaisir de vous retrouver dans ces fonctions, puisque j'avais déjà eu l'occasion de vous auditionner dans un autre cadre. D'abord, on vous a confié une mission importante et nous avons également constitué une mission qui est importante. Et l'objectif, bien sûr, de nos travaux, c'est de travailler en coordination, en participation, de s'enrichir et de ne pas de s'affaiblir. Donc, de trouver les voies et les moyens pour travailler intelligemment ensemble et en complémentarité. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les 5 grandes pistes que vous avez évoquées et puis les sujets qui sont venus s'additionner. J'avais un certain nombre de questions à vous poser. Vous avez déjà répondu à une bonne partie concernant donc le calendrier, la méthodologie, les différents sujets que vous alliez traiter dans un temps court. Mais nous vivons dans le même temps, un temps également extrêmement court. Nous avons également l'intention de faire un certain nombre de propositions et nous pensons que ces propositions seront entendues au moment du comité interministériel. Qu'elles pourront venir compléter et enrichir les travaux que vous aurez pu mener dans le cadre des États généraux. Alors, je vais prendre que quelques-unes des questions ou quelques-uns des thèmes. Ce qui nous intéresse également, enfin d'abord, c'est bien sûr de ne pas reprendre exactement ce que vous faites, donc je crois qu'on est bien en complémentarité. La situation financière et budgétaire des collectivités territoriales ultramarines nous semble quelque chose d'extrêmement important dans le cadre du fonctionnement des départements d'outre-mer et on a pu entendre dans le débat l'EDEUM toutes les inquiétudes des élus sur le financement de leur collectivité, sur la disparition à terme de l'octroi de mer, donc un certain qui les interpelle. Donc nous avons l'intention de travailler sur ce sujet. Alors, j'allais vous poser la question, est-ce un des sujets que vous allez aborder? Alors vous allez me dire oui ou non et comment. Ensuite, sur le problème de la formation des prix, donc on l'a évoqué entre nous, c'était pas un des sujets qu'on avait retenu a priori en tant que tel. On avait retenu plus ce qui concernait l'évaluation et la continuité territoriale. Dans la continuité territoriale, il y a bien sûr une évaluation également des prix de transport plus particulièrement, mais en ce qui concerne l'évaluation, c'est un sujet qui nous paraît extrêmement important et nous avons le sentiment qu'il y a peu d'évaluation des politiques publiques ou qu'on a quelques difficultés lorsque l'on débat entre nous pour connaître les vrais chiffres. Donc évaluation et contrôle, donc c'est un sujet sur lequel on travaillait, donc je voulais avoir votre sentiment sur ce sujet et voir la complémentarité avec la formation des prix. Ensuite, sur les jeunes, mais je pense que là, nous avons une réflexion commune sur le sujet. Nous le verrons peut-être plus particulièrement dans le cadre de la vision de la jeunesse clé de l'avenir, au niveau des départements d'outre-mer, avec également tout ce qui est lié à la formation des jeunes. Et puis, enfin, nous pensons qu'il y a une réflexion intéressante à faire sur la gouvernance. Alors, vous l'avez également cité, mais nous pensons que cela peut aller également dans tout ce qui concerne la situation financière des collectivités, de réfléchir à l'intérieur de ce thème sur la gouvernance, celle qui est souhaitée, celle qui est souhaitable ou celle éventuellement qu'il faudrait mettre en œuvre à la demande des ultramarins
concernant l'avenir des territoires. Donc voilà quelques sujets. Je vous donne simplement très rapidement les autres sujets. Donc la situation financière, je vous en ai parlé. La continuité territoriale, donc je vous en ai parlé, mais c'est l'insertion régionale qui nous paraît extrêmement importante. Les jeunes, on en a parlé. L'évaluation et le contrôle, sujet qui nous paraissent importants. Et enfin, dans le cadre, vous l'avez dit tout à l'heure, du développement endogène, nous pensons le regarder plus particulièrement au travers de l'environnement. Alors on a des collègues qui vous en reparleront. Ils ont parlé de la formation des prix, bien sûr. Ils ont parlé du foncier. Ils ont parlé du logement, qui sont des vrais soucis et des vraies inquiétudes. Donc si vous avez sur ces points-là également des interventions ou des thèmes qui doivent être pris dans vos ateliers, merci de bien vouloir nous le préciser. Je vous rappellerai simplement que je souhaite qu'on puisse avoir une relation permanente de manière à ne pas se trouver, je dirais, les uns par rapport aux autres, à cheminer sur des sentiers totalement identiques, voire à questionner des personnes totalement identiques pour bien faire en sorte que nos travaux soient complémentaires. Oui, monsieur, ça va? Qui veut intervenir? Madame Gélita Roao. Enfin, je fais vite parce que je dois partir après, je m'en excuse. Merci, Président. Monsieur le Préfet, je ne sais plus si c'est Monsieur le Préfet ou le délégué général, ça revient au même, hein? On reste. Bon, Monsieur le Préfet, Monsieur l'Ambassadeur, mes chers collègues, les événements qui se sont produits dans nos départements respectifs montrent la gravité de la situation sociale dans les DOM. Ils montrent aussi, et tout le monde l'a souligné, les limites d'une politique menée jusqu'à présent dans les départements d'outre-mer, et vous venez à l'instant même de l'évoquer. Aussi, le Président de la République et le gouvernement ont-ils raison de proposer une remise à plat de toutes ces politiques à travers les États généraux qui se dérouleront ce mois-ci et le mois prochain dans les départements français d'Amérique et à La Réunion. En attendant ces résultats, les résultats de ces États généraux, des mesures d'urgence se sont avérées nécessaires pour donner confiance aux populations les plus défavorisées et surtout pour leur venir en aide rapidement. C'est ainsi que des accords ont été signés en Guadeloupe et en Martinique le mois dernier. Alors je souhaite vous dire un petit peu ce qui se passe chez nous, ce qui continue ou qui s'est passé. À La Réunion, sous l'impulsion du comité des organisations syndicales, politiques et associatives, dénommé le COSPAR, des avancées importantes ont été enregistrées. Baisse de 5 à 20% des prix de 250 produits, l'accord a été signé et on a fait plus vite que la loi, puisque la LODEOM n'est pas encore finie. Gel des loyers ramenés à leur niveau du 31 décembre 2008, baisse des prix des services bancaires de 10 à 15%, et à cela, il faut ajouter une baisse des carburants et du gaz obtenue dès le début du mouvement. Ce sont donc des acquis positifs et appréciés comme tels par l'opinion. Restent deux problèmes cependant qui n'ont pas encore été solutionnés, ce qui explique qu'un accord global n'a pas été signé jusqu'à ce jour. Ce sont les minima sociaux et les salaires. Et tout à l'heure, nous avons un peu évoqué dans notre réunion. À propos des salaires, le COSPAR a fait une proposition qui part du constat suivant. Une augmentation de 150 € des bas salaires inférieurs à 1,4 SMIC, avec une intervention de l'État par le biais du RSTA de 100 €. Donc il est 50 € à la charge de l'entreprise, quelle que soit la taille de celle-ci, grosse, moyenne et petite, ou petite. Or, les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises ont fait savoir dès le début qu'elles n'avaient pas les moyens de supporter ces charges supplémentaires. D'où la proposition du COSPAR de moduler l'aide de l'État à budget constant, moins de 100 € pour les salariés de grosses entreprises qui participeraient à plus de 50 € et plus de 100 € pour ceux des petites entreprises qui, elles, participeraient à moins de 50 €. C'est en quelque sorte constituer un fonds de réserve pour moduler les salaires. Cette proposition, qui, à ma connaissance, n'a pas été rejetée par le patronat local, a l'avantage de faire jouer la solidarité des grosses entreprises vers les plus petites, tout en permettant à tous les travailleurs à bas revenus de bénéficier de la même augmentation de 150 € par mois. Je ne comprends pas pourquoi l'État a refusé un tel accord. Je me permets de poser cette question aujourd'hui, puisque nous parlons des États généraux, nous parlons des minima sociaux, nous parlons... Bref.
car c'est une proposition réunionnaise à une situation réunionnaise. Je reste toujours dans le cadre. De même pour les minima sociaux et bourses d'étudiants. Vouloir imposer l'accord binôme à la Réunion, comme ça a été dit, n'a aucun sens dans la mesure où la situation réunionnaise est différente de celle de la Guadeloupe. C'est, je pense aussi, l'état d'esprit des États généraux. L'État ne pourrait-il pas revenir sur sa position? Si tel était le cas, alors un accord global est encore possible à La Réunion, ce qui créerait, à mon sens, les meilleures conditions possibles pour le bon déroulement des États généraux. Ensuite, tous les thèmes que vous avez avancés et rajoutés, enfin bref, j'aimerais, évidemment, ça va dans le sens que nous souhaitons, mais j'aimerais souligner un thème tous les thèmes sont très importants et me font plaisir d'en discuter pour aller au fond des choses, comme le souhaite le président de la République après tout ce qui s'est passé et toutes les populations ultramarines. Alors, il y a un thème que je vais relever, c'est l'identité, la culture, la mémoire. Et je souhaite dire, oui, je fais vite, je souhaite dire là que peut-être justement en abordant ce thème à travers les États généraux, à La Réunion, cessera enfin la polémique autour de la maison de civilisation et de l'unité réunionnaise. Pour qu'enfin, peut-être, nos jeunes élèves qui sont à l'école vont apprendre qui ils sont, et même pour beaucoup d'adultes, beaucoup de Réunionnais, savoir enfin comment a été fait, comment a été créé le peuple réunionnais, c'est-à-dire de la rencontre, certes dans la souffrance et tout ce qu'on connaît, l'histoire, comment c'est fait, c'est l'histoire, mais au moins de la rencontre des 4 continents. Voilà, en tout cas, ça me fait très plaisir d'aborder ce thème. Merci. Eh bien, nous irons certainement visiter cette maison des civilisations. Très certainement, d'autant plus ça a eu un avis favorable déjà du rapporteur, de l'enquêteur. Très bien, ce qui prouve qu'on a beaucoup de choses à voir et à examiner à La Réunion, monsieur le délégué général. Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, vous me passez la parole avec un sourire que je déchiffre. La question, Madame le Sénateur, vous le savez bien, ne va pas au délégué général, elle va au secrétaire d'État à l'Outre-mer, lorsqu'il s'agit de savoir si l'on peut envisager que au fond, la formule que nous avons retenue dès la Guadeloupe pour pouvoir trouver une solution rapide à la crise et répondre à la demande d'augmentation des salaires, notamment des bas salaires, a été d'anticiper un dispositif que je connais bien comme préfet, puisque j'ai été un des préfets expérimentateurs, qui s'appelle le revenu de solidarité active, le RSA. Nous avons donc anticipé et mis en place un dispositif particulier qui s'appellera momentanément, pour une période donnée, RSTA. Mais la modularité, en fonction de la taille de l'entreprise, n'est pas envisageable, puisque c'est un droit légal, une prestation légale qui sera offerte à ceux qui rempliront les conditions posées par la loi. La solution paraît effectivement simple à proposer. Je vous dirai sous forme de boutade, est-ce qu'il est surprenant que les employeurs, le patronat, aient été favorables à la demande? Ils ne paient pas. En l'occurrence, c'est l'État qui paie. Donc, je dirais, en l'occurrence, ils ont à se déterminer sur leur contribution à eux, pas forcément sur les conditions de mise en place de la prestation légale. Je crois qu'elle a fait l'objet d'un examen le plus bienveillant possible, et dans l'état actuel des choses, il paraît difficile d'envisager une formule dérogatoire du type de celle que vous souhaitez ou du type de celle qui a été demandée par le collectif Le COSPAR. Très bien, chers collègues, je vous rappelle qu'il nous reste un petit quart d'heure. Alors, je passe la parole, vous ramassez bien les questions, à Georges Patient, sénateur de la Guyane. Deux petites questions, je vais être rapide. La première, je voudrais que vous nous donniez l'assurance que les propositions qui vont remonter, qui vont être issues de ces états généraux, vont aboutir sur des solutions propres à chaque département. Bon, depuis toujours, on associe la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe et la Réunion. C'était les 4 vieilles, après ça a été les 4 départements d'outre-mer. Bon, la Lodéum, on a dû se battre pour qu'on reconnaisse quelques petites spécificités à la Guyane. Donc là, on va travailler sur les états généraux, mais on voudrait avoir l'assurance qu'après, il ne sortira pas un moule unique pour les 4 DOM. Je ne cesse de le répéter, la Guyane est bien particulière, elle est sur le continent, elle a d'autres problèmes que les îles. La Guyane n'est pas une île. Ça, c'était le premier point.
Deuxième question. Depuis quelque temps, en Guyane, et je crois en Martinique aussi, a été rouvert le dossier sur l'évolution statutaire. En Guyane, on est très avancé, il y a un débat public. Les États généraux interviennent en plein milieu de ce débat public, et tout à l'heure, vous avez laissé entendre que la façon de voir les choses du président était plutôt sur une organisation institutionnelle. Bon, est-ce que ce n'est pas une façon un petit peu pernicieuse déjà de se positionner au niveau de la question qui va être posée aux Guyanais et aux Martiniquais? En parlant d'organisation institutionnelle, est-ce qu'on ne fait pas déjà référence à des propositions type commission Balladur? Je ne vois vraiment pas pourquoi le fait d'avoir dit institutionnel pourrait renvoyer aux travaux d'une commission particulière. Le terme institution renvoie au contraire à la plus large acceptation que nous puissions avoir de l'organisation, soit administrative, soit politique de notre pays. Oui, vous voulez m'interrompre? Non, il me donne la parole. Alors, très bien. En l'occurrence, j'ai rappelé que nous avions la possibilité, lorsqu'il s'agit de l'organisation institutionnelle, de balayer un spectre assez large. Nous allons nous poser parmi les sujets communs la question de la cherté de la vie dans les 4 départements. Personne ne peut nier que c'est un sujet commun. C'est un sujet commun qui appellera probablement des dispositifs de politique publique adaptés à chacun des départements, mais il est probable que le moule normatif ou la décision de politique publique concernera presque autant la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les questions de tarification du carburant, les questions d'organisation de la distribution, puisque au fond, même les COM, même les collectivités d'outre-mer, même celles qui sont passées à l'article 74, ont cette question pendante. La cherté de la vie, elle est aussi réelle en Polynésie, elle est réelle à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui dépendent de l'article 74. Et le dispositif envisagé sera un dispositif qui aura un tronc commun, probablement. Sur la question des réponses qui seront adaptées à chacun des départements, au fond, vous avez déjà la réponse au Sénat, puisque je me souviens que certains d'entre vous ont fait adopter, lors de l'examen de la LODEOM en première lecture chez vous, une modification de l'intitulé. Je crois que vous étiez un de ceux, monsieur le sénateur, qui ont fait cette proposition et qui a été... vous avez fait cette proposition et qui a été, je crois, votée à une très large majorité, je crois que c'est l'unanimité, je n'osais pas le dire, par votre Assemblée, de bien prendre en compte qu'il n'y avait pas un outre-mer, mais des outre-mer. Soyez convaincus que nous avons retenu la proposition et que la démarche sera la nôtre. Je voudrais juste ajouter une chose. Ma mission ne sera pas de proposer ou de dire ce qui sera à faire, mais de recueillir avec des présidents d'ateliers, des rapporteurs, les propositions qui viendront des ateliers locaux. Et vous verrez que pour ce qui a été fait en Guadeloupe, pour ce qui a été fait en Martinique, nous avons fait le choix d'avoir des présidents d'ateliers, des rapporteurs qui viennent. Nous n'avons pas exclu les élus. Deux rapporteurs, 2 présidents d'ateliers sont une parlementaire, l'autre un ancien député européen maire en Guadeloupe. En Martinique, nous avons un certain nombre de propositions, les choses ne sont pas arrêtées, qui intégreront des élus de première responsabilité. Mais nous avons fait un large appel à la société civile, aux professionnels, aux chefs d'entreprise, aux syndicalistes. Sur un sujet comme le dialogue social, il est évident qu'il nous faut avoir des syndicalistes et des responsables patronaux pour bien réfléchir et travailler et avoir des propositions concrètes. Donc, les propositions qui seront faites seront celles des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais, des Réunionnais. En réponse à la question posée, que proposez-vous pour rendre l'espace républicain plus agréable à vivre et en quelque sorte gommer les insatisfactions que nous avons connues sur la période écoulée. Très bien, ce sera sans tabou par conséquent, chers collègues. Mais le problème n'est pas épuisé pour autant. Si les élus proposent une évolution institutionnelle dans le cadre de l'article 74 et que les États généraux, ils reçoivent les États généraux une évolution dans le cadre de l'article 73, enfin collectivité unique, ça posera un problème. Qui représente le peuple là? Finalement, il posera peut-être une difficulté.
Vraiment, je crois. La Martinique est dans une réflexion conduite à peu près au même rythme que la Guyane. Hypothèse d'école, hein, bien sûr. Hein, je ne fais allusion à aucune collectivité. Et je crois que la Martinique, je parle sous votre contrôle, oui, a délibéré en congrès le 18 décembre. Tout à fait. Et envisage de délibérer en congrès prochainement. Mais l'échange que j'ai eu avec les deux exécutifs m'a laissé penser qu'ils avaient bien cerné les étapes que la procédure constitutionnelle leur impose. La première de ces étapes, c'est la décision de principe, si on peut dire. Mais la deuxième étape, c'est quelles sont les compétences que les collectivités locales souhaitent voir exercer au plan local. Il faut que nous ayons tous en tête qu'il n'y a pas un statut d'une collectivité relevant de l'article 74 qui ressemble à un autre. Le statut de Saint-Martin n'est pas celui de Saint-Barthélemy, ça n'est pas non plus celui de la Polynésie. Le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon est différent, et par conséquent, probablement, avant de faire ce saut vers le 74, il faut se poser la question quel projet de territoire on a en tête que des responsabilités exercées au plan local permettront de mettre en œuvre de manière efficace. Et puis, vous le savez, une fois ces deux étapes franchies, il y en a une troisième. Le peuple. D'abord, d'en saisir l'exécutif, Oui, bien sûr. troisième étape, et puis il y en a une quatrième que là aussi on ne peut pas contourner, c'est la consultation des populations. Et donc c'est lorsque ces quatre étapes sont franchies que l'on peut ensuite se dire... Alors, est-ce que l'une de ces étapes peut être contrariée par une réflexion qui ensuite, de toute façon, est prise en charge par l'exécutif? Je laisse à votre sagesse le soin de répondre et au rapport que vous ferez. Mais j'ai pas de doute sur votre réponse. Je vous remercie. Antoinette, sénateur de la Guyane. Merci. Non, je voulais pas vous couper la parole tout à l'heure. Je voulais simplement m'inscrire pour poser ma question. Je ne rentrerai pas dans le débat, dans le fond, parce que nous sommes sur la méthode et les objectifs. Oui, alors, sur la méthode, juste une question. Vous avez dit que ces débats seront donc relayés par les médias, etc. Mais les écoles. Dans les écoles, j'ai en mémoire donc les assises du développement qui avaient été menées par Madame Girardet. Est-ce que ça prendra cette forme? Je veux dire, une grande salle où est-ce que tout le public sera présent? Alors ça, c'est la première question. Donc c'est la méthode. Maintenant, sur le fond, je crois qu'on pourrait également ajouter un autre thème, à savoir quelle est la stratégie de l'État par rapport au département d'outre-mer. Très souvent, on nous dit, en cas de crise, dites-nous ce que vous voulez. On va essayer de donner une traduction juridique ou politique. Mais je crois qu'il est bon aussi, dans le cadre de ces États généraux, que l'État nous dise très précisément quelle est sa stratégie, quel rôle, à titre d'exemple, que pourrait jouer la Guyane sur le continent sud-américain, quel est le rôle, comment la Guyane, qui est le port spatial de l'Europe, qui va être maintenant mise à la disposition de l'Union européenne. On peut dire la même chose aussi des Antilles autour de la Caraïbe et de la Réunion autour du Pacifique. Je crois que c'est l'occasion aussi, me semble-t-il, que l'État, parce qu'on va construire notre avenir, on va construire demain dans une phase de contradiction et de dialectique, mais faudra-t-il déjà que l'État, s'il y a une stratégie, nous dise quelle est sa stratégie, s'il y a bien une stratégie. Très bien, oui. Une question qui ressemble à la même, c'est pour permettre aux délégués justement de gagner du temps. Donc, deux questions. Premièrement, je crois qu'effectivement, ces États généraux sont un moment important pour nos territoires, nous l'avons dit. C'est un moment transitoire, mais important. Alors, monsieur le délégué, le retour que nous avons aujourd'hui, c'est que, vu le temps qui nous a imparti, un mois, on craint que ce débat ne s'en tienne qu'à un débat d'experts. Et nous avons parlé, vous avez dit ça, ensemble nous avions dit que on devait avoir un projet collectif. Alors je me pose la question, est-ce qu'il ne faut pas encore faire un effort? C'est une demande et même un souhait. Encore un effort beaucoup plus important pour que cette population, le citoyen, soit effectivement impliqué dans ces États généraux. C'est important parce qu'en fait, nous avons déjà commencé ces États généraux. Deuxièmement, je crois qu'effectivement, c'est une demande, mais enfin c'est une demande de dire que les États généraux ont commencé suite à la mise en place des présidents et des rapporteurs. Ils ont commencé à travailler sur le terrain. Je voulais souhaiter que nous soyons un atelier pour dire, et je suis très heureux que le collègue Lolliger l'ait dit,
le principe de l'accompagnement des collectivités locales, suite effectivement à ce coup qu'elles ont reçu, déjà les difficultés qu'elles ont, et suite à cette crise où elles doivent répondre à un certain nombre de contraintes, notamment le problème de quota horaire, bref, un certain nombre de charges qui interviennent après la crise. Est-ce que nous ne pouvions pas dire aujourd'hui, si les collègues sont d'accord de dire qu'effectivement, nous pensons que ces États généraux doivent pouvoir dire que les collectivités doivent bénéficier d'un abondement de leur DGF, si on peut dire ça, pour permettre de répondre à ces contraintes-là. C'est un souhait, je ne sais pas si le délégué pourrait déjà prendre ça en place, de dire qu'au Sénat, lors de l'audition, les collègues unanimement, je pense que Virapollet, tu es dans le sens de dire que nous voulons qu'effectivement qu'il y ait une prise en charge d'un abondement plus important de la DGF. C'est une proposition en même temps, je pense qu'il faut être concret. Monsieur le délégué, vous n'êtes pas fait, c'est pas lui qui fait, il est en tant que coordonnateur, mais je voulais souhaiter sincèrement qu'on puisse profiter de notre présence pour le dire. Voilà ce que je dis, je ne sais pas si c'est possible. Je vous voudrais répondre d'abord en 3 lettres sur la stratégie de l'État, oui. Ensuite on poursuivra sur l'intervention de Gillot. Monsieur le sénateur Antoinette m'a posé 2 questions. La première, est-ce que dans la méthode, nous serons dans un dispositif ou une organisation qui ressemble un peu aux assises du développement local? Je lui répondrai très simplement et rapidement. Le président a souhaité que nous allions très au-delà. D'où ce concours, en quelque sorte, d'écho, d'amplification que nous recherchons. Internet, les écoles, les lycées, les stations de radio, télévision, la presse écrite, de façon à ce que, au sortir de cette période d'effervescence qui a été très importante en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, que les réponses de long terme que l'on cherche soient des réponses qui soient connues de l'opinion, qu'elle participe en quelque sorte à cette réflexion collective, même si tout le monde ne peut pas être présent. Sur la stratégie de l'État, je me répéterai, ma mission est de faire émerger, en offrant la parole à la société civile, société politique comprise, la possibilité sur un certain nombre de thèmes qui ont été retenus, élaborés en commun avec les grands élus, de dire au fond ce que le territoire concerné souhaite pour que ses habitants se sentent plus à l'aise dans l'espace républicain. La stratégie de l'État est d'abord celle-là, c'est d'aller rechercher ces propositions, cette contribution de nature à apaiser les conditions dans lesquelles nous vivons dans l'espace républicain. Et je le répète, ça n'est pas simplement, en l'occurrence, une île, un département, c'est tout l'espace républicain avec notre citoyenneté européenne, et c'est une histoire et en même temps des valeurs. Liberté, égalité, fraternité, parmi d'autres. Donc, nous n'allons pas dire ce qu'il faut faire, nous demandons aujourd'hui de chercher à élaborer, à faire converger un projet collectif qui viendrait du territoire, les technocrates européens diraient bottom-up, de la base vers le sommet, avec, au fond, une attention particulière de l'État au sortir de cette crise. Pourquoi est-ce que le temps n'est pas trop court? J'étais préfet de l'Eure jusqu'à une semaine, jusqu'au 30. J'étais, au moment de la crise la plus profonde, dans un comité d'établissement qui était celui de Glaxo, une entreprise pharmaceutique, 2000 salariés, à côté d'une ville de 50 000 habitants qui est Évreux. J'étais là pour dire aux salariés que les services de l'État accompagneraient le plan de sauvegarde et leurs difficultés de la manière la plus active possible, parce que Glaxo fait des bénéfices, mais Glaxo annonçait un plan de sauvegarde de 796 licenciements sur 2000 salariés. Ceci pour dire que si nous ne profitons pas de cet instant d'attention fort de l'opinion, si nous retardons trop le moment des propositions, nous n'aurons pas la même écoute bienveillante de la part de l'opinion publique, parce que nous sommes tous conscients de ce que le pays s'enfonce dans une crise très grave et que, du fait des délais, le plan de relance n'a pas commencé à produire de manière tout à fait nette, comme on pouvait s'y attendre, ses effets. Donc il faut que nous profitions de ce délai où l'opinion publique a le sentiment qu'il y a eu une crise très grave, très profonde, et que nous puissions demander qu'un certain nombre de nos propositions soient prises en compte. Sur la proposition du président Gillot, de large participation, j'ai essayé d'y répondre en même temps que j'ai répondu au sénateur de la Guyane sur le fait que le débat que nous souhaitons n'est pas un débat qui peut se comparer à tel ou tel autre, c'est un débat
qui est souhaité sans précédent, avec une large participation des populations. Sur la proposition qu'il fait que d'ores et déjà on puisse tenir compte de la situation des collectivités locales, je crois que nous aurons du mal à éviter que ça soit dans le champ de la réflexion, sauf si elle était restreinte uniquement au débat statutaire, ce que je ne crois pas, compte tenu de la qualité des participantes que nous avons déjà commencé à mobiliser en Guadeloupe, et il le sait, et je le remercie d'avoir contribué à faire que, au sortir de cette période de difficultés importantes, très rapidement, avec lui, avec le président du conseil régional, avec les parlementaires, avec les responsables professionnels, nous avons pu rapidement lancer ces états généraux à la Guadeloupe, et il a raison de dire que depuis le début de la semaine, les choses sont lancées puisque les présidents d'ateliers et les rapporteurs ont commencé à travailler. Monsieur le délégué général, je crois que pour compléter la question de mon collègue Antoinette, ce qu'il voulait dire, c'est que est-ce que nous aurions encore des grands messes dans les grandes salles Jean Maguiana à la Martinique, ou bien si nous aurions des réunions à décentralisation dans les communes, un peu partout. Oui. C'est ça, c'est bien, je traduis bien ta pensée, c'est ça. Je peux répondre sur ce point qu'en Guadeloupe, la situation d'archipel appellera que nous ayons des réunions délocalisées dans les îles. On verra une des responsables en charge de l'atelier qui traitera des questions d'égalité des chances, de promotion de la diversité et d'insertion des jeunes, me disait que sur un tel sujet, il faudra aller dans les îles du Sud où les questions ont une acuité importante. En Martinique, il est probable que nous n'avons pas une situation d'archipel, qu'il faudra aller au moins, je dis bien au moins, mais ça dépendra aussi de ce que les rapporteurs, les présidents d'ateliers souhaiteront, au moins aller dans les 3 arrondissements. Et ce sera un minimum. Je crois que les principaux élus en Martinique nous ont déjà fait savoir qu'ils souhaiteront, de leur propre chef, organiser des réunions. Ils m'ont donné le terme créole qu'ils utiliseront, qui est très imagé. Dites-le, ça enrichira le vocabulaire. Je préfère les laisser l'exposer, mais la formule sera très imagée et elle parlera beaucoup. En Guyane, vous le savez, je serai en Guyane vendredi après-midi. J'ai donc une série de réunions et je crois que je rencontrerai les sénateurs, puisque les députés probablement seront absents, mais je rencontrerai les sénateurs pour évoquer dans le détail les conditions d'organisation. Vous m'aiderez probablement, en tout cas je le souhaite, à tenir compte de l'immensité du territoire de guyanais, qui représente à lui tout seul une bonne vingtaine de départements métropolitains. Et donc, si nous voulons réellement atteindre l'objectif de large participation, nous serons conduits à nous poser la question, en dehors de Cayenne, où devons-nous aller? Et je compte beaucoup sur votre connaissance du territoire pour que nous puissions faire des choix pertinents de localisation et que nous varions les délocalisations en fonction des thèmes qui vous paraîtraient correspondre à des besoins ou à des attentions particulières des parties du département de la Guyane. Merci, chers collègues. Il nous reste 5 minutes à peu près, 7 minutes pour rattraper le retard pris au départ. Je passe la parole à mon collègue Ira Poulet de La Réunion. Merci, Président. Monsieur le Préfet, nous avons le plaisir de vous retrouver. Le menu est copieux. 8 questions qui, bien sûr, rencontrent ici un agrément général. Moi, l'observation de fond que je voudrais faire, c'est de dire que nous avons, avec ces États généraux qui ont suscité un espoir dans les départements d'outre-mer, un espoir réel, rendez-vous avec notre avenir. Et l'expérience que j'ai de ma vie d'élu et de parlementaire, et peut-être pour beaucoup d'entre nous, c'est que outre-mer, nous traitons les problèmes à chaud, et souvent nous traitons les problèmes dans leurs conséquences, mais pas dans leurs causes. Et lorsque le chef de l'État a annoncé les États généraux, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de changer de cap, de changer de méthode, de pas faire de ces États généraux le recensement des revendications catégorielles qui débouchent obligatoirement sur toujours plus de moyens. Il en faudra probablement, comme a dit tout à l'heure mon collègue sénateur de la Guadeloupe, mais j'aurais voulu avoir votre sentiment sur le fait que cette fois-ci, nous nous attaquions aux causes des 8 questions que vous avez soulevées. Causes, par exemple, pour quelles raisons profondes et réellement analysées, c'est-à-dire
analysé de façon contradictoire. Le coût de la vie est plus cher outre-mer. N'aurait-on pas pu faire autrement par des approvisionnements régionaux? Est-ce qu'aujourd'hui, je le sais, mais on va l'analyser, il n'y a pas des formations de prix à l'île Maurice, par exemple, pour la Réunion, qui est une île offshore, les prix sont faits à Maurice, ils arrivent à la Réunion à un niveau X plus N, et après, quand vous allez discuter la possibilité de baisser le coût de la vie, on vous dit, monsieur, regardez le prix auquel nous avons acheté. Mais acheté où? Avec qui? C'est pour ça que je pense que ces États généraux doivent être l'occasion d'une radioscopie du menu des problèmes, des maux que révèlent les problèmes. Parce que la révolte qui s'est faite en Guadeloupe, aux Antilles, à divers degrés, dans les cas d'hommes, plus ou moins, c'est pas une révolte superficielle. C'est qu'on a vu aussi, après la révolte, des gens crier « Vive la République ». Donc ils se reconnaissent dans le moule, mais ils estiment que la République laisse se perpétuer des injustices. Et je pense que la première injustice qui est mal vécue, bien sûr c'est le coût de la vie, c'est ce qui touche tous les jours à la vie quotidienne et à la vie familiale, mais la raison la plus profonde, c'est que les jeunes qui constituent notre avenir n'ont plus d'avenir. Et ça, voyez-vous, je l'ai entendu par la télévision, de la bouche de toutes les mères de famille qui se sont exprimées en Guadeloupe au moment de la révolte. Tout le monde a dit, mais moi, mon enfant, il n'a plus d'avenir. Et là, je pense qu'il faut faire une radioscopie du système scolaire outre-mer. C'est le système national qu'on a plaqué outre-mer. Au lieu d'adapter un système à la culture locale, à la langue locale, à l'environnement local. Chez nous, par exemple, l'arbre, c'est un chêne. Mais il n'y a pas de chêne à La Réunion. Il y a des fils à eau. Vous voyez, pendant longtemps, on a dit l'arbre est un boulot, mais pour nous, le boulot, c'est un travail. Vous voyez, c'est tous ces chocs culturels qui ont fait qu'aujourd'hui, on a un système qui ne valorise pas la toute jeunesse. Je ne vais pas développer plus long. J'aurais voulu avoir votre avis si, en tant que préfet, investi par le président de la République de cette mission éminemment très importante pour l'avenir de nos départements, nous allons aller à la recherche des causes profondes des maux dont nous souffrons et bien sûr, après diagnostic, évaluer les meilleurs remèdes pour en sortir. Voilà ma question. Monsieur le sénateur, avez-vous noté que pendant votre intervention, mes épaules se sont affaissées? Parce que l'analyse que vous faisiez me donnait le sentiment que la responsabilité qui sera la nôtre pendant cette période de réflexion sera considérable. Elle nous concerne au premier chef, ça c'est bien évident, mais en l'occurrence, ce que nous aurons à envisager, c'est au fond des réponses de long terme. Et des réponses parfois de très long terme qui sont de nature à stabiliser nos collectivités ou au contraire à donner le sentiment que nous n'avons pas été à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres aujourd'hui dans les responsabilités respectives des uns et des autres. Alors, bien évidemment, la première démarche qui sera la nôtre sera d'établir ce bilan de la situation. Et on n'évitera pas de se poser la question d'un certain nombre de causes, la question de l'inadaptation de l'organisation actuelle, pas seulement politique. Je crois que nous ferions une erreur si nous nous contentions de dire il y a simplement une question statutaire à régler. La question des prix pose de manière évidente celle de l'organisation, de l'administration de l'économie, avec une responsabilité, pour répondre à une question précédente une deuxième fois, à une responsabilité de l'État. C'est-à-dire que nous aurons à nous poser la question du rôle régulateur de l'État en matière de prix, des dispositifs qui sont de nature à veiller à ce que les normes applicables sont bien respectées, et le cas échéant, si le respect des règles de concurrence n'ont pas permis de le faire, la capacité de sanctionner des comportements qui sont erratiques ou qui sont anormaux. Mais nous ne pourrons pas
à cause de la responsabilité que vous avez pointée du doigt et qui sera la nôtre aux uns et aux autres, nous ne pourrons pas nous arrêter aux causes. L'on attend de nous que nous fassions émerger à cette occasion, avec cet instant de réflexion solidaire, collectif, des propositions qui soient susceptibles de garantir, et je partage tout à fait votre analyse, que cette jeunesse ne se sente pas aujourd'hui désarmée en face de l'avenir. Et parfois, quel que soit son niveau de formation. Bien, juste pour dire que concernant la radioscopie, je crois que c'est plus à la mission de la faire. Pas que le temps qui nous était parti soit fort limité. Et puis, chacun d'entre nous a parlé de la jeunesse. Je crois que c'est véritablement un point commun que nous avons dans les Outre-mer. Et les jeunes qui étaient sous les barricades à la Martinique, comme certainement à Guadeloupe, ils avaient un mot d'ordre, c'était « no future », pas d'avenir, « no future ». La proximité des États-Unis, certainement, mais c'est pas seulement cela. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier, Monsieur le délégué général, pour tous ces éléments que vous avez apportés ce soir, en souhaitant vous rencontrer certainement très souvent, pour que nous confrontions nos analyses et nos solutions à venir pour le plus grand bien de nos populations. Vous venez de suivre la première audition de la mission d'information du Sénat sur l'Outre-mer. Je vous rappelle qu'un des objectifs de cette mission est d'accompagner les États généraux de l'Outre-mer. Vous pourrez la revoir sur notre site internet www.publicsenat.fr. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur notre antenne.